Bonjour à tous. Je vais commencer par une question. Combien d'entre vous ont déjà tué un animal pour le manger? Et combien d'entre vous ont déjà mangé un animal? Beaucoup plus. Ce parallèle, à moi, il me choque parce que ça prouve à quel point aujourd'hui notre monde de l'alimentaire il est complètement déconnecté. C'est-à-dire que si on continue comme ça, en 2084, on se nourrira sûrement de pilules et de boissons liquides super énergétiques. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, la nourriture et tout ce qui le constitue, c'est beaucoup plus que ça. Et on a énormément à évoluer si on veut avoir la nourriture qu'on veut en 2084. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du constat que je fais moi sur le monde de l'alimentation, qui est un peu mon sujet. Et puis on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on est arrivé à cet état de déconnexion. Et puis je vous parlerai un peu de qu'est-ce qui est possible pour qu'en 2084, on en soit à une étape différente. Du coup, effectivement, avant, quand on voulait manger une pomme de terre, une carotte, et ben, tout simplement, soit on la faisait pousser nous-mêmes en plantant une petite graine dans la terre, soit on allait l'acheter chez notre voisin fermier qui, lui, avait planté des carottes, et on allait tout simplement constituer notre repas avec ce qui était juste autour de nous en fonction de la saison et des possibilités qu'on avait autour de nous. Aujourd'hui, quand on cherche à se nourrir, très souvent, on va tout simplement au supermarché. On n'a aucune idée et on ne se pose même plus la question de savoir d'où vient le produit que je mange, comment est-ce qu'il a été construit. Et donc, tout simplement, on va se retrouver à acheter un steak dans une barquette en plastique sans se rendre compte une seule seconde que ce steak, c'est en fait un animal mort qui a été mis dans une barquette qui est produite à base de pétrole. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a perdu vraiment la connexion et ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse la retrouver. Mais effectivement, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce que quand vous achetez un poulet rôti à 14,90 €, vous vous demandez d'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il a été nourri? Comment est-ce qu'il a été transporté? Avec quel type de pétrole? Qui a été extrait où? Transporté comment? Grâce à quel arrangement diplomatique? Et l'emballage du poulet, d'où il vient? Dans quelle usine a-t-il été construit? Par quel type d'ouvriers? Comment sont-ils rémunérés? L'électricité qu'ils utilisent, quel type d'électricité ils utilisent? D'où est-ce qu'elle vient? Comment elle a été produite? Et puis peut-être qu'elle vient de mines, donc avec quel minerai tout ça a été produit? Comment est-ce que ce poulet a été transporté? Il a été sûrement amené d'un entrepôt à un autre, donc il est passé par des routes. Il a été déchargé, il a été retransporté, il a été packagé, on est passé par des carburants, un péage. En fait, ce nombre de questions, il est tellement infini que finalement, on oublie de se les poser et que ce qui compte, c'est tout simplement de retenir que ce poulet, on l'a payé 14,90 €. Et aujourd'hui, effectivement, quand on fait ses courses, le facteur numéro 1, c'est le prix. Et pour 42% des Français, c'est ce qui compte. Et c'est quand même incroyable quand on pense que les critères de santé, puisque ce dont on se nourrit toute la journée, ça a un impact énorme sur notre santé et sur notre environnement, le milieu qui nous entoure. Finalement, la santé et l'environnement, c'est des critères qui n'ont pas de prix. Et aujourd'hui, on ne les prend absolument pas en compte dans notre consommation. Du coup, effectivement, depuis le temps qu'on parle, ce fameux poulet rôti, il a refroidi. Et en fait, là, je vous ai parlé d'alimentation, mais il y a aussi plein d'autres incohérences, et je peux prendre celui de l'énergie, par exemple. Si je veux réchauffer mon poulet rôti, je peux soit brancher ma prise de courant, soit je vais essayer de réfléchir à l'énergie qu'il faut pour faire marcher un four électrique. Donc là, je vais avoir besoin de volontaires. Est-ce que les 2 premiers rangs, vous pouvez vous lever de ce côté-là? Donc c'est à peu près cette dizaine de personnes. Il va falloir que vous pédaliez sur un vélo pendant une petite heure pour pouvoir me réchauffer mon poulet rôti. On part comme ça? Bon, je ne vais pas vous demander ça et vous pouvez vous rasseoir. Mais effectivement, moi, ça, c'est ce que j'appelle des esclaves énergétiques. Et en fait, aujourd'hui, pour tout ce qu'on fait, on a besoin de ces esclaves énergétiques pour
le transport, pour travailler tous les jours avec un ordinateur, pour partir en vacances, pour cuisiner. Dans tous les sujets de notre vie, on utilise une quantité d'électricité et on n'en a même plus conscience. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on utilise à peu près 120 esclaves énergétiques qui bossent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour nous permettre de vivre comme on le vit actuellement. Alors personnellement, moi, j'ai pris conscience de tout ça assez tôt. J'ai eu la chance de commencer ma carrière chez Nestlé, le leader de l'industrie alimentaire. Et donc j'habitais sur le parking de mon usine et je travaillais dans les usines de production à confectionner des capsules de café, des bouteilles d'eau en plastique, des Kit Kat, de la nourriture pour chiens. Et c'est là que j'ai compris un peu les coulisses du monde de l'alimentation aujourd'hui. En fait, quand on produit un aliment aujourd'hui, ce qui va compter, c'est que la ligne soit la plus efficace possible. Et l'efficacité, elle se mesure comment? Elle se mesure tout simplement en argent. C'est-à-dire qu'on va essayer de produire le plus vite possible, le moins cher possible, sans prendre en compte les externalités, quelles qu'elles soient, comme celle de la santé de nos clients, l'environnement, l'électricité qu'on utilise, le gaspillage alimentaire que ça peut générer. Tout ce qui compte, c'est d'accélérer la production, quitte à rajouter de l'électricité, à faire que les conditions des employés deviennent plus compliquées. Finalement, ce n'est pas vraiment des critères qui rentrent en compte. Du coup, en ayant pris conscience de tout ça, je me suis dit que j'avais envie de mettre ma passion et mon énergie au service d'autre chose. Et donc, j'ai démissionné et je suis partie m'installer en Scandinavie. La Scandinavie, pour beaucoup d'entre nous, c'est le royaume de l'environnement, de l'écologie. Et il y a plein de... effectivement, la nature est omniprésente là-bas. Du coup, j'ai eu la chance d'aller au-delà du cercle polaire, là où les grandes villes, c'est 6000 personnes. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'occasion de pêcher. Pêcher, moi, ce que j'avais jamais fait en ayant grandi à Paris, mais ça m'a fait comprendre énormément de choses. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà pêché et se sont nourris des poissons qui pêchaient, mais ça demande beaucoup d'énergie. D'abord, il faut donc partir en mer, il faut pêcher le poisson, ce qui veut dire le tuer. Et pour moi, au début, c'était difficile, mais j'ai compris que en fait, c'était logique quand on veut se nourrir de poissons. Et puis ensuite, il faut le découper, sortir tous les organes, il faut le nettoyer. Et puis, moi, ce que j'adore, c'était le saumon fumé. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on fait fumer du poisson? En fait, une fois que vous avez fait déjà tout ce travail dont je viens de parler, il va falloir saler le poisson et attendre à peu près 24 heures pour que le processus de salage s'enclenche. Ensuite, il va falloir le rincer. Et alors attention, il faut le rincer pas trop, mais pas assez, pour que le goût du sel reste, mais ne soit pas trop présent. Et puis ensuite, on va faire sécher le poisson pendant encore 24 heures. Et derrière, il va falloir le fumer. Donc un fumoir, ça ressemble à... En fait, on va faire un feu. Il faut aller chercher des branches dans la forêt, tout ça. Et puis on va faire venir la fumée dans une grosse caisse en bois dans laquelle on va suspendre le poisson. Et c'est après 24 ou 48 heures de fumage que le poisson va finalement avoir ce goût que beaucoup d'entre nous connaissent sans être passé par ce processus. Donc c'est finalement des jours et des jours de travail pour obtenir ce poisson fumé. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on fait ce que j'ai fait en rentrant de mon voyage. On va au supermarché et puis on achète une grande plaque de saumon fumé, qui est d'ailleurs déjà découpée avec des petites tranches de plastique entre les tranches de poisson. Et on se dit, waouh, c'est quand même trop bon le saumon fumé. Et donc, encore une fois, c'est vous montrer à quel point, quand on essaye de faire les choses comme on les faisait dans le temps, on prend un tout autre plaisir à déguster son saumon. Et là, je vous assure qu'à aucun moment, on va en jeter une petite miette, parce que clairement, on se rend compte de l'énergie et du travail qu'il y a derrière tout ça. Et donc, la question qui continue à me trotter dans la tête, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc en fait, j'ai essayé de revenir un peu en arrière et de comprendre qu'est-ce qui s'était passé et comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à un tel stade de déconnexion. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement et les industriels se sont retrouvés avec un challenge énorme qui était qu'il fallait nourrir une population affaiblie qui grandissait à vitesse éclair dans une économie complètement détruite. Et donc, tout simplement, on le comprend assez facilement, il fallait produire le plus vite possible,
le moins cher possible dans des quantités énormes. Et donc, le slogan de grandes entités comme Carrefour, c'était de démocratiser l'alimentation, c'est-à-dire de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir se nourrir. Et c'était ça l'objectif. Et finalement, à ce moment-là, les éléments de santé et d'environnement, on les a un petit peu oubliés. Donc, du coup, suite à cette demande, on s'est rendu compte que les gens qu'on pouvait produire plus vite, qu'on pouvait faire ses courses plus vite, et donc tout le monde a commencé à aller faire ses courses au supermarché, où finalement les plats préparés ont fait leur apparition. On s'est dit c'est génial les plats préparés, il n'y a plus de temps à faire, en plus c'est moins cher que de cuisiner soi-même. Et les femmes ont commencé à travailler également, donc il y avait encore moins de temps pour faire ses courses. Et donc les plats préparés ont explosé. Un plat préparé, comment est-ce qu'on l'utilise? Concrètement, on le met au congélateur. L'énergie du congélateur, je ne ferai pas lever le nombre de personnes nécessaires pour l'alimenter, mais c'est énorme. Et ensuite, quand on le sort du congélateur, il faut le mettre au four. Et là, rebelote, je pense que vous aurez compris, l'idée. Mais donc c'est tout ça qui a commencé petit à petit à faire qu'on a eu une alimentation de plus en plus industrialisée. Et pour protéger la santé des consommateurs qui étaient désormais complètement déconnectés de leur alimentation, il a fallu ajouter un maximum de normes de sécurité, d'hygiène, pour qu'on soit protégé quelque part et qu'on s'assure que le plat préparé, il a été préparé selon les normes sanitaires définies par le gouvernement, auxquelles personne ne comprend rien. Mais c'était essentiel. De la même manière, on a vu l'apparition des dates de péremption pour mettre une date sur le produit. Et aujourd'hui, les dates de péremption, c'est responsable de plus de 20% du gaspillage alimentaire chez le consommateur. Du coup, cet ajout de normes a amené les dérives qu'on peut voir aujourd'hui, et notamment celle du gaspillage alimentaire, qui est énorme. Je ne sais pas combien d'entre vous sont au courant des chiffres, mais aujourd'hui, on jette plus d'un tiers de ce qu'on produit sur la planète. Et donc, c'est juste un des symptômes de l'absurdité dans laquelle on se trouve. Et quand on regarde, en fait, en 1960, le budget réservé à l'alimentation pour une famille était de plus d'un tiers. Aujourd'hui, et depuis 1960, le budget de l'alimentation n'a fait que de diminuer, et donc on décide d'allouer de moins en moins de notre budget à l'alimentation, qui est pourtant le facteur qui a un impact énorme, à la fois court terme et long terme, sur notre vie, notre santé et notre environnement. Alors, on passe aux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les choses commencent à bouger. Avec l'essor des technologies et l'accès à l'information, de plus en plus de gens commencent à se poser les questions auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Grâce à ces questions, on a de plus en plus de labels qui commencent à arriver sur nos produits, des labels pour respecter l'environnement, la santé, où vraiment ces questions qui nous tiennent tant à cœur et qui doivent nous tenir à cœur, elles deviennent de plus en plus présentes. De la même manière, on a de plus en plus d'initiatives. Là, j'en ai mis quelques-unes en me disant que si je commençais à essayer d'être exhaustive, je ne finirais pas. Mais Ferme d'Avenir, où on va pouvoir créer sa propre ferme et faire de la permaculture. D'autres qui nous indiquent la composition des produits et leur impact sur notre santé avec Yuka. Il y a tout un tas d'initiatives aujourd'hui qui peuvent vraiment faire la différence et surtout redonner le pouvoir à chacun d'entre nous sur notre alimentation et de manière plus générale sur notre consommation. Chez Too Good To Go, qui est l'entreprise que j'ai montée, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. C'est l'idée, Too Good To Go, c'est une application mobile dont l'idée est de permettre à chacun d'entre nous d'impacter concrètement le gaspillage alimentaire au quotidien. Donc très concrètement, on va connecter des commerçants de quartier, des grandes surfaces qui peuvent avoir des invendus au moment de leur fermeture, avec chacun d'entre nous, les citoyens du quartier. On va payer pour un panier surprise, un tout petit prix sur l'application, et passer au moment de la fermeture, juste avant que le commerçant s'apprête à jeter ses produits, pour récupérer l'ensemble des produits qui seraient partis à la poubelle sinon. L'idée, c'est d'avoir une solution toute simple qui nous permet à tous d'être acteurs de notre consommation. En quelques temps, ce qui est super, c'est que ça prouve à quel point les gens ont envie de se mobiliser pour des solutions comme celle-ci. En moins de 3 ans, on a plus de 7,5 millions de personnes dans 9 pays d'Europe qui se sont mobilisées et qui ont pu permettre de sauver plus de 10 millions de repas. Aujourd'hui, en Europe,
on a tous les soirs plus de 40 000 personnes qui se déplacent pour aller récupérer un panier surprise. Et si vous imaginez tous ces repas mis bout à bout et une pile de 40 000 repas qui seraient partis à la poubelle, c'est assez énorme de voir l'impact qu'on peut tous avoir quand chacun d'entre nous juste met la main à la pâte et fait son impact à son échelle. Et sur l'alimentaire, justement, Michael Pollan parle du concept de vote à la fourchette. Et c'est l'idée de se dire que chacun d'entre nous peut voter 3 fois par jour pour changer le système alimentaire. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, le monde de 2084, c'est à nous de le déterminer, et c'est à chacun d'entre nous, au quotidien, de faire nos choix et de consommer les produits qui comptent pour nous. Donc je finirai tout simplement en reprécisant à quel point le consommateur a le pouvoir et que l'homme ou la femme de 2084, c'est un consommateur qui est informé et engagé, qui est conscient de l'impact de ses décisions chaque jour et conscient de l'impact et qui donc consomme à la fois de saison, local, avec une vraie réflexion sur l'énergie qu'il utilise, et bien sûr moins de produits d'origine animale, et qui surtout passe du temps à cuisiner, puisqu'il a à cœur d'utiliser les produits et de diminuer toujours sa consommation énergétique et son impact, tout en maximisant les apports à sa santé. Et donc, une dernière phrase pour terminer. Je pense que c'est important que chacun d'entre nous se dise qu'il faut qu'on accepte ce qu'on ne peut pas changer, mais surtout, qu'on change ce qu'on ne peut pas accepter. Merci.